Bonjour et bienvenue sur Métro Boulot Finito, le podcast qui change les codes du travail et qui veut en finir avec la routine métro boulot dodo. Dans ce podcast dédié au travail, on parlera efficacité, relations au travail, bien-être, mais aussi vision du travail de demain. Je m'appelle Marline et j'aide les entreprises à adopter de nouvelles méthodes de travail en se reconnectant à l'essentiel. J'espère que vous êtes prêts à booster votre journée parce que c'est parti pour un nouvel épisode. Bonjour, bienvenue sur Métro Boulot Finito. Aujourd'hui, je suis plus toute seule au micro puisque c'est le Maïeko Talks du mois et j'accueille un ou une invitée, en l'occurrence une invitée ce mois-ci, puisque j'accueille Margot Willeaume qui est cofondatrice chez eBloom. Bonjour Margot. Bonjour Marline. Comment est-ce que tu vas aujourd'hui ? Je vais très bien, en pleine forme. Super. Première question, un peu la mise en route on va dire. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots pour nos auditeurs ? Bonjour à tous, je m'appelle Margot Willeaume, j'ai 28 ans, j'habite à Bruxelles et je suis la cofondatrice et CEO de eBloom. eBloom, je sais que tu es cofondatrice, donc vous êtes 3 étudiants et c'est un peu l'expérience entrepreneuriale de 3 étudiants. Donc est-ce que tu peux un peu nous raconter la naissance de eBloom et un petit peu ce que c'est concrètement ? Alors la naissance de eBloom, donc effectivement c'est un projet qui est né sur les bancs de l'université. Donc à la base c'est un sujet de mémoire, donc avec un de mes associés on a fait un master en entrepreneuriat. Et notre mémoire, c'était le business plan, en fait, de la startup eBloom. Okay. Donc, on a déjà eu l'occasion de travailler là-dessus. Et puis, on a vraiment senti pendant cette période-là l'engouement pour le projet. Ouais. Et donc, une fois diplômés, on a vu cette cette défense de mémoire comme un début et pas comme une fin. Ouais. On a décidé de lancer le projet. Et très vite, dès qu'on a lancé le projet, en fait, on s'est associé avec Marco, qui est notre troisième associé, le troisième fondateur de eBloom. Et alors, eBloom, qu'est-ce qu'on fait ? On est une start-up qui a déjà 5 ans et on aide les entreprises à mettre en place une culture et un leadership plus engageant, donc à connecter les entreprises aux besoins de leurs collaborateurs pour construire des environnements de travail plus engageants. Et de manière concrète, en fait, c'est via un logiciel qui permet aux entreprises de mettre en place une culture du feedback et un mode participatif. Et donc, poser des questions aux collaborateurs, comprendre comment ils vivent différents aspects de leur vie professionnelle. Tout ça se remet sur des dashboards pour le management, pour bien comprendre ce qui se passe et pouvoir apporter des solutions ensemble. Donc, une application qu'évidemment, j'invite nos auditeurs à consulter voilà. Parce qu'elle est très, très chouette en matière de bien-être au travail. On va y revenir dans les questions plus tard, mais je voulais revenir un petit peu sur justement cette rencontre entre vous. Donc, c'était un master à l'UNIF. Elle part d'où, en fait, l'idée d'eBloom de base, quoi, de ce master et de ce mémoire-là elle part d'où ? En fait, on était à ce moment-là, on était 4 étudiants dans l'équipe. Donc, il y avait Jasper, un de mes associés, et 2 autres étudiants. Et l'envie entrepreneuriale était là, mais ce qui était le plus important pour nous, c'était d'abord de choisir notre mission. C'était quoi la mission qu'on voulait mener. Et donc là, en fait, on était vraiment tous les 4 extrêmement drivés par cette idée d'améliorer l'épanouissement dans les entreprises. C'est quelque chose qu'on portait tous pour chacun ses raisons, je pense. D'un point de vue plus personnel, moi, j'ai toujours été baignée là-dedans parce que je viens d'une famille où il y a déjà eu de l'entrepreneuriat dans ce sujet-là aussi, d'amélioration, d'expérience employée, etc. Donc, c'est quelque chose qui me touche particulièrement. Et donc, je trouvais ça génial de pouvoir apporter ma pierre à l'édifice. Parce qu'en fait, c'est hyper chouette parce que souvent, tu te lances après avoir découvert le monde du travail et tu as envie d'agir pour le bien-être au travail parce que tu as découvert peut-être des dissonances ou des choses qui ne fonctionnaient pas et que tu as envie de faire. Vous étiez étudiant, donc en fait, vous aviez déjà une espèce de conscience de ça se passe pas forcément toujours bien ou en tout cas, il manque des choses sans même être vous-même au travail. Ouais. C'est ça que je trouve hyper chouette. Oui, c'est vrai que c'est marrant de faire ce parallèle parce qu'en t'écoutant, ce que je me dis, c'est qu'en fait, nous, on est dans une démarche de prévention et en fait, on l'a vécu comme ça aussi. C'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui entreprennent là-dedans suite malheureusement à un burn-out ou quelque chose comme ça.
nous, on a une démarche préventive envers nous-mêmes, quelque part. Parce que je me souviens vraiment on s'est fait la réflexion de se dire, voilà, on voit les statistiques, Ouais. on voit qu'il y a que 11% d'engagement dans les entreprises, de personnes qui se sentent engagées. Et donc, à 22 ans, quand on va rentrer dans le monde du travail, c'était de se dire, soit on va aller travailler 40 ans dans une entreprise où on a que 11% de chances de se sentir engagé, Ouais. soit on essaye de mettre en place quelque chose pour améliorer ça. Ouais. Et donc voilà, c'était ce carrefour-là. C'est hyper intéressant ce côté prévention. Effectivement, moi, je suis aussi beaucoup dans cette démarche préventive par rapport notamment à l'épuisement professionnel qu'on a tendance à pas voir venir malheureusement. Et donc, c'est hyper intéressant de voir que c'est comme ça que ça a mûri Ouais. dans vos esprits, on l'a Oui, dit. tout à fait. On parle de bien-être au travail, évidemment, et c'est, je pense, un mot que tout le monde connaît. Mais moi, j'avais envie d'avoir ta définition à toi du bien-être au travail. C'est quoi pour toi? Parce que c'est tellement vague. Le bien-être au travail, c'est un mot, j'ai un rapport particulier avec ce mot, parce que dans les faits, je trouve que c'est un mot très inspirant, c'est se sentir bien dans son travail. C'est vraiment quelque chose qui évidemment touche à la mission d'Ibloom. Et je trouve qu'il a parfois une connotation trop orientée wellness, bien-être. C'est fort utilisé dans le spa, massage. Ici, on touche, moi je préfère parler d'épanouissement et d'engagement. Ouais. Parce qu'on touche à quelque chose qui est bien plus profond que ça. C'est plus qu'une corbeille de fruits ou un cours de yoga sur la pause midi. C'est vraiment être profondément bien épanoui, engagé dans ce qui nous anime au quotidien, en fait. Et donc voilà, c'est pour ça que e-bloom, ça vient de to bloom et c'est s'épanouir en français. Ok, tu vois, j'avais même pas fait le lien, moi, entre les deux, mais c'est chouette l'explication du nom. Oui, donc en fait, toi, tu le rattaches, ce bien-être, vraiment plus à une question du sens, en fait. C'est pas que, le sens au travail fait partie de l'engagement. C'est ça. C'est une des composantes, mais il y en a beaucoup d'autres. Mais ça peut être l'équilibre pro-privé, se développer, partager la mission de l'entreprise, comme tu parlais, le sens, aimer le contenu de son quotidien, ses collègues, l'environnement de travail. C'est tellement de composantes qui font qu'on est vraiment dans un environnement de travail, dans une culture qui est engageante. Oui, c'est ça. Mais j'aime bien parce que tu dis qui est pas où on se sent bien, mais qui est engageante. C'est vraiment un mot que tu utilises. C'est vrai, c'est intéressant le mot engagement. Et tu le disais, 11%. Est-ce que les stats, elles évoluent un peu par rapport à ça? Pas dans le bon sens. Ouais. Il me semble que quand on s'est lancé, on était à 13. On est descendu à 11, je pense. Est-ce que tu as, toi qui es au contact du marché tous les jours, une explication de ce désengagement qui, en plus, continue à descendre? Je pense qu'il y a des grandes transitions qui ont lieu dans le monde du travail aujourd'hui et que il y a les besoins évoluent rapidement. Il y a beaucoup de générations différentes qui sont dans les mêmes entreprises aussi, puisque les gens travaillent de plus en plus longtemps aussi. Les changements entre générations se font de manière assez marquée. Et donc, on a une collaboration entre un Gen Z et encore quelques baby boomers qui sont encore dans le monde du travail. Et donc voilà, il y a un passage 3-4 générations qui sont regroupées aussi et qu'il y a des modes de fonctionnement qui doivent évoluer pour répondre aux nouvelles attentes. Et donc c'est ça, l'importance aujourd'hui, c'est de comprendre quelles sont ces nouvelles attentes et comment est-ce qu'on s'y adapte pour construire l'entreprise de demain. 2 questions par rapport à ça. La première, c'est toi, tu fais partie toi-même de la Gen Z ou pas? Oui, OK. ouais. Ah. Tout Parce à que fait. moi, je suis à cheval un peu entre les 2. Moi, je suis de 95, donc Ouais. je me retrouve dans plein de comportements un peu millennials et puis aussi Gen Z, donc je suis un peu à cheval. Mais donc toi, tu fais vraiment partie de cette Gen Z? Oui, parce que selon les sources, certaines disent à partir de 95 ou 97. 7, ouais. Et moi, je suis de 97. Ils sont pas tous d'accord. Mais est-ce que les 5 années entre 95 et 2000, est-ce que c'est pas un peu la phase transition entre les deux C'est ça. générations? Non, je suis pas quand même des années 2000, mais voilà. Mais donc toi, en tout cas, tu te reconnais bien dans tout ce qu'on raconte au niveau de la Gen Z et un peu les comportements et les attentes qu'elle a. Tu t'y reconnais, tu t'y identifies assez bien. Oui, assez bien. Après, je pense qu'il y a beaucoup de choses qu'on met en mode c'est la Gen Z, mais qui sont partagées en fait dans plein de générations. Et c'est quelque chose que je trouve très intéressant, c'est qu'il y a des particularités propres à chaque génération qui en fait vient des événements que ces personnes ont vécu pendant leur stade de développement. Quand on a 16 ans, qu'on vive une guerre ou un Covid, ou en fonction de ce qui s'est passé comme événement à cet âge-là, c'est sûr que ça va
former la personne différemment. Mais en fait, j'avais fait un exercice assez récemment encore où il fallait voir les mots-clés propres à des générations sans voir quelle génération c'était. Et en fait, la majorité des personnes dans la salle n'étaient pas forcément dans leur génération. Ouais, ouais. Donc, ce qui est intéressant, c'est que voilà, je pense que il faut faire attention à pas stigmatiser les C'est ça. générations non plus. Ouais. Mais c'est sûr qu'il y a des nouveaux besoins auxquels je participe également, que je partage également. Ouais. Mais pas plus tard que il y a quelques semaines, je parlais avec quelqu'un qui vient de la génération X, mais qui se retrouve complètement dans la génération Z, dans la manière de penser, par Ouais. exemple. Oui, et moi, effectivement, qui suis quand même pas mal au contact de gens qui ont subi un burn-out à un moment donné dans leur vie, par exemple, ils ont aussi ce besoin fondamental de quête de sens, d'avoir un vrai équilibre vie pro, vie privée, etc., qui sont quand même un peu les trucs que tu associes avec la Gen Z aujourd'hui. Mais donc, comme tu le dis, en fonction des expériences de vie que tu vis, oui, tu vas avoir des besoins qui vont évoluer. Exactement, et c'est ça que j'aime bien parler de nouveaux besoins plutôt Ouais. que de nouvelles générations. Ouais, Parce ouais, que je pense qu'il y a vraiment des nouveaux besoins qui touchent toutes les générations. ouais. On faut pas aller dire à quelqu'un de 50 ans qui cherche pas du sens dans son travail. Non, il le cherche à 100% aussi. Ouais. Et donc voilà, je pense que notamment le Covid a remis certaines choses à l'honneur, le sens au travail, l'équilibre pro-privé, etc. Et ça a touché toutes les générations, par Ouais. exemple. Et justement, tu parles du Covid. Moi, c'est un truc un peu. On a vu qu'il y avait un espèce de mouvement de changement. Mais ce qu'on constate là, quelques années plus tard, c'est qu'il y a aussi un mouvement de recul par rapport à certaines évolutions, certains changements qui ont été mis en place, notamment par rapport au télétravail ou quoi. Qu'est-ce que toi, tu penses par rapport à ça? Parce que moi, j'ai franchement, honnêtement, eu vraiment un espoir de renouveau pour l'intégralité de la société, que ça soit au niveau des enjeux sociétaux, mais même environnementaux. Il y a vraiment eu des démarches, des initiatives qui, pendant le Covid, ont émergé, où on s'est dit, OK, c'est possible, en fait, de voir une autre réalité. Et puis finalement, il y a un peu un retour à... On reprend l'engrenage, on reprend la vie normale. Qu'est-ce que tu penses, toi, par rapport à ça? Est-ce que tu as cette impression-là ou est-ce que tu vois quand même une vraie évolution sur le monde du travail? Ou c'est quoi ton avis? Je ne sais pas si tu fais allusion, par exemple, à Amazon ou Google qui ont annoncé les politiques de retour au bureau. Ouais. Je pense qu'il y aura quand même pas enfin, il y a quand même un avant-après. Ouais. Clairement, il y a des avancées qui sont là, et typiquement le télétravail. Alors, la question de combien, comment, etc., c'est encore une question qui, je pense, est en perpétuelle réflexion, mais il est là. Et c'est plus une question de ratio Ouais. en fonction de l'entreprise. Mais quand on voit les statistiques aussi, les gens ont goûté à ça, aiment ça, ça répond quand même à énormément de besoins. Et moi, je le vois bien en entreprise que je rencontre, ou même là, on a des candidats parce qu'on recrute, etc. C'est très, très rare d'avoir des personnes qui veulent venir tous les jours ou qui veulent Complètement. 100% de télétravail non plus. C'est tellement, en fait, c'est tellement intrinsèque à la personnalité de la personne et de Ouais. sa situation. Comme je dis toujours, je trouve qu'entre un étudiant en colocation, par exemple, enfin, un fraîchement diplômé en colocation qui a même peut-être pas de bureau dans sa chambre et un jeune parent qui a des enfants en bas âge, tu vas pas du tout avoir les mêmes besoins. Ouais. Et donc, ce que les entreprises ont compris aujourd'hui, je pense, qui ont vraiment une avancée qu'il y a eu, c'est ce besoin de flexibilité. Ouais. Qu'en fait, il faut pas essayer de trouver un cadre pour tout le monde, mais de laisser aux gens la flexibilité de choisir ce qui leur convient. Après, voilà, on a été dans des extrêmes où il y a plus du tout de contact, où c'est trop. Donc, il faut essayer de trouver la bonne formule qui fonctionne pour chaque entreprise. Pour moi, ça passe par de la bonne communication aussi. Mais l'avancée que le Covid a permis, c'est de se rendre compte que c'est possible et qu'on Ouais. peut fonctionner différemment. Ouais. Alors, est-ce que ça va continuer comme ça ou pas? Je sais pas, mais en tout cas, on sait qu'on sait le faire. Les équipements sont là. Ouais. Pas pour toutes les fonctions, on s'entend, mais pour celles où c'est possible. Et donc, voilà, je pense quand même que on a un fonctionnement qui n'est pas le même qu'avant le Covid. Ouais. Ça a mis une petite graine, tu Oui. vois? C'est un peu le truc de ça a implémenté une petite graine dans l'esprit des gens en disant: «OK, en fait, on peut réfléchir à d'autres manières de fonctionner». Après, dans l'application, c'est encore parfois difficile. Là, c'est un sujet qui revient en recrutement, par exemple, directement. C'est quoi votre politique de télétravail? Enfin, voilà, je pense pas qu'avant le Covid, ce sujet était systématiquement Du posé tout. en premier quand du tout. on postulait quelque part. Donc, voilà, il y a quand même vraiment un changement à ce niveau-là. On a testé un nouveau mode de fonctionnement qui a fait ses preuves sur beaucoup de choses. Il y a des limites aussi, hein, mais il a fait ses preuves sur beaucoup de choses. Il y a eu du bon là-dedans. Et donc voilà, maintenant, il faut trouver le bon équilibre.
Ouais, c'est ça. C'est, je pense, toujours une question de nuance et d'équilibre. Je crois qu'il y a jamais de tout blanc ou tout noir. Enfin, moi, je suis très juste milieu Ouais. et je trouve que c'est ça la solution qui fonctionne. Mais tu le disais justement, il y a aussi cette question de flexibilité et surtout un peu d'autonomisation des besoins, c'est-à-dire comprendre que chaque collaborateur a ses propres besoins. Est-ce que dans les entreprises que tu observes, tu trouves que c'est quelque chose qui est déjà mis en place ou est-ce que ça, c'est quelque chose qui manque encore un peu aujourd'hui? Ça, c'est vraiment quelque chose que nous, on fait chez eBloom, c'est Ouais. aider l'entreprise à prendre conscience de ce qui fonctionne bien et de ce qui doit être amélioré. Donc, ce que je suis toujours contente de dire, c'est que nous, entre guillemets, on travaille avec les meilleurs, quoi. On travaille avec des entreprises qui ont compris ça, qui sont à fond là-dedans, qui investissent là-dedans et qui mettent les outils. Donc, je le vois, oui, parce que les Oui. personnes avec lesquelles j'interagis, voilà, sont dans cette optique-là. Après, je pense qu'il y a beaucoup d'entreprises qui ne sont pas du tout encore là-dedans, quoi. Mais voilà, a priori, on évolue quand même dans cette direction-là de culture du feedback parce que les gens qui arrivent aujourd'hui veulent ça, sont demandeurs de ça, Mmh. veulent pouvoir exprimer certaines choses, prendre des initiatives. Ça fait partie de la nouvelle réalité. Et les entreprises, de leur côté, font face à des taux de démission, à des absences. Et donc, il y a aussi ce besoin de mettre des choses en place pour construire des entreprises plus résilientes. Tu parles de culture du feedback, je vais rebondir sur ça justement. C'est quoi une culture du feedback positive selon toi? Pour moi, une bonne culture du feedback, c'est une culture où il y a le cadre et il y a le canal, on va dire. Ok. Il faut le bon cadre, c'est-à-dire que quand je parle de cadre, je veux dire il faut que dans cette culture, il y ait cette envie d'écoute. Donc, que de la part, de l'entreprise, il y ait vraiment une volonté d'écoute bienveillante. Ouais. Donc exprimer vraiment cette envie de c'est pas juste, voilà, si vous avez quelque chose à dire, vous pouvez le dire. C'est vraiment, on veut vous écouter, on veut savoir ce que vous vivez, on a envie d'avoir votre Ouais. feedback et donc c'est vraiment cette attention et bienveillante. Donc c'est pas pour, enfin voilà, c'est une vraie écoute Ouais. active. Donc ça, c'est plus dans les valeurs véhiculées, donner vraiment ce cadre qui est, ben voilà, il y a cet intérêt-là et puis il faut l'espace pour pouvoir le faire. Donc Ouais. là que je parle de canal, c'est donner cet espace aux collaborateurs concrètement de pouvoir le faire et et que ce soit facile, simple et pour moi, ce qui est très important, c'est que ça puisse être confidentiel aussi. Ouais. Et donc ça, c'est la vocation donc de eBloom, d'offrir cet espace, facile, simple et confidentiel. Et donc voilà, je pense que quand il y a les 2 qui sont réunis, Mmh. ça permet de faire des feedbacks qui sont vraiment, constructifs. Ça passe aussi par une responsabilisation. Ouais. Il faut aussi que le collaborateur joue le jeu. S'il exprime pas comment il se sent, on pourra pas l'aider. Donc Ouais. ça c'est aussi voilà, il y a un moment donné, on peut mettre, le cadre et le canal. Il faut aussi la responsabilisation de chacun Mmh. de le faire. Hem Et par rapport à cet aspect confidentiel, je maintiens quand même que les one to one, c'est hyper important dans une Ouais. culture du Ouais. feedback positive. Je pense que c'est pas quelque chose qu'on remplace. C'est hyper important de garder ça. Le problème et les limites des one to one, c'est que, beh, en fonction de la taille de l'entreprise, évidemment, ça Mmh. peut devenir compliqué d'en faire suffisamment régulièrement. Ouais. Donc voilà, l'intérêt de pouvoir automatiser certaines choses, mais surtout que l'aspect anonyme permet une complémentarité Ouais. dans ce qui va être exprimé. Et donc les 2 ensemble, avoir des one to one, plus ponctuels inévitablement, mais voilà, en direct et cetera. Et puis quelque chose de plus fréquent et qui permet un cadre confidentiel, permet vraiment une belle complémentarité pour avoir une culture du feedback, qui fonctionne. Qui fonctionne bien. Justement, tu parles de confidentialité. Moi, j'ai vu aussi et j'ai pu côtoyer des patrons qui te disent, comment ça va, mais qui sont pas à l'écoute de la réponse et donc qui, en fait, ne comprennent pas quand ça ne va pas chez un collaborateur et donc après tu te retrouves effectivement avec ce feedback en one to one où tu as un collaborateur qui s'exprime pas et qui dit pas parce qu'en fait, quand il essaye de dire, en dehors du cadre formel justement, il y a pas d'écoute. Est-ce que comment on fait par rapport à ça? Enfin, c'est quoi le meilleur conseil que tu peux donner à un manager ou à, un employeur justement, pour, bien concilier ça et s'assurer que son collaborateur, une fois qu'il se retrouve face à lui, va pouvoir être dans un cadre suffisamment confiant que pour s'exprimer librement? Je pense que clairement, il y a beaucoup d'informations qu'on sait avoir sans cadre confidentiel, en effet sur la dynamique qu'il y a, montrer une vraie écoute, montrer s'intéresser réellement aux gens, voilà, le fait de rassurer sur les représailles aussi, enfin, entre guillemets, que Mmh. si la personne se sent en danger, elle va jamais, Ouais, c'est ça. exprimer. Donc offrir vraiment ce climat de confiance, c'est forcément quelque chose de hyper important.
Mais malgré ça, pour moi, il y aura toujours quelque chose, une plus-value au confidentiel, même dans la meilleure relation, même quand on voit Ouais. entreprises qui sont ultra transparentes, où vraiment ça se passe super bien la communication, etc. Il y a rien à faire, c'est pas qu'une question de relation. L'aspect confidentiel, on le voit souvent, c'est que parce qu'il y a un problème, on peut pas se dire les choses. Non, ça peut être ça, comme tu viens de l'expliquer, Ouais. mais c'est aussi parfois juste une question de tempérament. Il y a des personnalités, il y a des personnes qui ont plus de mal à exprimer des choses, à aller toquer au bureau pour dire que quelque chose va pas. Et ça, c'est intrinsèque à la personne. Et donc, en fait, la seule manière de s'assurer que tout le monde ait une voix de la même manière et soit entendu de la même manière, c'est via cet aspect confidentiel. Ouais. Et donc, voilà, pour moi, c'est pas qu'une question de culture. Ça peut vraiment, c'est une question de personnalité aussi. Ouais, aussi. Et que le problème, du coup, quand on n'est pas du tout sur ce canal-là, c'est qu'on va souvent quand même entendre plus les bruits de couloir, se faire une perception sur les gens qui arrivent à s'affirmer plus fortement et qu'il y a toute une partie de personnes qu'on entend moins. Ouais. Par exemple, une de mes clientes un jour m'a dit, voilà, moi j'ai besoin, quand elle a commencé avec eBloom, on a demandé pourquoi, est-ce que vous prenez notre outil eBloom? Elle a dit, j'ai besoin d'entendre les silencieux. Et c'est vrai. Ouais. Et je trouve ça très vrai. Et d'ailleurs, on a fait une enquête pour voir l'impact de l'anonyme, de l'aspect anonyme de notre solution chez nos utilisateurs. Et pour plus de 50%, leurs réponses sont plus honnêtes. Et pour 10%, ils n'auraient jamais participé. Et donc, on prend 10% d'une boîte qui n'aurait jamais donné ce feedback si c'était pas anonyme. L'un dans l'autre, on était presque à 60% de personnes pour qui l'anonymat a vraiment un impact. Un rôle, Ouais. J'adore cette phrase que tu viens de dire. Je reviens dessus, je suis calée dessus, mais j'écoute les silencieux. C'est hyper impactant, je trouve, comme phrase, parce que ça montre bien, effectivement, cette importance de donner la parole à chacun. Margot, tu es aussi l'autrice d'un livre, Oui. on va en parler, qui s'appelle Leader Next Gen, être un leader engageant dans un monde qui change. J'ai bien dit le titre, hein, c'est Parfait. La question que j'avais à te poser par rapport à ce bouquin, c'est quoi finalement être un leader next-gen? Alors pour moi, être un leader next-gen, c'est un leader qui sort de la nostalgie. C'est un leader on sort un petit peu de l'aspect c'était mieux avant. C'est un leader qui comprend qu'il y a des choses qui changent et c'est inévitable et qui est dans une démarche de s'y adapter. De se dire plutôt, voilà, comment est-ce que je m'adapte à ces changements pour rester engageant à l'avenir. Donc pour moi, le leader next-gen, c'est ça. Et qu'est-ce que quelles sont ces transitions sur lesquelles s'adapter? Le bouquin reprend en fait 4 grandes transitions actuelles qui impactent le monde du travail de manière générale et explique à chaque fois quelles sont les implications en termes de gestion des talents. Et donc le leader next-gen, c'est ça, c'est quelqu'un qui comprend ces transitions. Et ces transitions, c'est le fait qu'on soit passé de la fidélité à l'employeur, ce paradigme assez fort, à l'attention à l'employé, le fait qu'on est dans un monde qui est beaucoup plus digitalisé, qui est beaucoup plus agile, où tout va inévitablement plus vite. Et alors qu'il y a aussi une transition au niveau pyramidal, qu'on est dans un monde plus participatif aussi, où les pyramides et les hiérarchies s'aplatissent. Et donc voilà, ça c'est les nouvelles tendances leadership next-gen. Est-ce que tout chef d'entreprise doit être un leader engageant pour que sa société puisse perdurer dans le futur? Pour moi, la réponse est oui. Je suis assez d'accord avec toi, mais je voulais quand même te demander ton avis. Tout à fait. Le leadership est hyper important. La plus grande cause de démission, l'étude de McKinsey, c'est le leadership pas assez attentif. Et un leadership engageant, c'est quelqu'un qui y croit. Et en fait, à partir du moment où le leadership en place y croit, tout va pouvoir arriver dans l'entreprise parce qu'il va pouvoir dégager les bonnes ressources, mettre les bonnes personnes. En fait, quand on n'y croit pas et qu'on a juste quelqu'un en RH qui doit gérer ça, mais qui n'est pas porté par la direction, ça peut pas marcher, en fait. Ça doit partir de la direction. Comment on fait? Enfin, c'est quoi le plus grand risque ou la plus grande cause de réticence d'un chef aujourd'hui à devenir ce leader engageant, justement? C'est quoi qui fait le plus de friction entre lui-même et la version leader qu'il pourrait être, on va dire? C'est philosophique. Je pense qu'il y a différentes choses. La transformation, ça peut faire peur. Je pense qu'il y a des personnes aussi qui restent un petit peu dans cet aspect, qui reste encore réfractaire de c'est les nouvelles générations qui sont compliquées et c'était mieux avant, comme je le disais. Et donc, voilà, qui n'ont pas forcément envie de faire cette adaptation. Mais ça, je pense que tôt ou tard,
ça va venir. Il n'y aura pas le choix, de Ouais. toute manière. Une autre raison, je pense, c'est qu'être un leader attentif, c'est aussi être un leader informé de ce qui se passe. Et ça, c'est quelque chose que je trouve assez marquant quand je rencontre des CEO et qu'on parle un peu de cette culture du feedback. C'est qu'il y a souvent une peur d'entendre, justement, une peur d'avoir ce retour. Ouais. Qui est assez présente et ce qui n'est pas du tout avéré en fait par la suite. Donc moi je rassure toujours énormément par rapport à ça, c'est que quand on voit qu'on mesure les choses dans les entreprises, en fait ça va mesurer aussi toutes les forces. Et donc oui, il y a parfois des petites alarmes et des choses à améliorer, mais ça va mettre en lumière tout ce qui se passe bien. Ouais. Et en fait, ce qui se passe aujourd'hui, c'est quand il n'y a pas vraiment de culture du feedback, en fait, on entend, ce qui remonte en fait comme feedback, c'est souvent quand il y a un problème. Ouais, le négatif. Voilà, parce que les gens viennent rarement toquer à la porte du bureau pour dire à quel point ils sont heureux Ouais. de travailler dans l'entreprise. Donc, c'est plutôt quand il y a un problème. Et donc, ça fait ce sentiment qu'en fait, quand les gens expriment des choses, c'est négatif. Alors que quand on prend le pouls comme ça régulièrement sur plein d'aspects de la vie professionnelle des gens, ça permet de mettre en lumière tellement de choses qui se passent super bien. De temps en temps, il y a une alarme. Mais alors voilà, moi, ce que je dis toujours, c'est que s'il y a une alarme et qu'il y a un problème, il est là. Qu'on le voit ou qu'on le voit pas. Donc, dans un cas, on sait agir dessus. Dans l'autre, on sait pas le faire. Et qu'un problème, il peut que s'empirer, s'envenimer. Donc, au plus tôt on le voit, au plus on peut être réactif. Donc, vraiment, c'est des fausses craintes. Moi, j'essaie vraiment de rassurer là-dessus. Et je le comprends, hein. Mais ça, je pense que ça peut être un frein à mettre cette culture-là. Alors qu'en fait, c'est le point de départ pour pouvoir construire plein de choses. Et est-ce que c'est lié au fait qu'on a peur d'entendre que son entreprise fonctionne pas hyper bien, ou est-ce que c'est vraiment lié à la personne aussi il y a peut-être des gens qui ont peur de se remettre en question, qui savent pas se remettre en question eux-mêmes, et est-ce que ça c'est ça en fait qui fait qu'on a peur d'entendre le négatif, ou c'est juste j'ai peur que ça se passe pas bien dans mon entreprise. Enfin, tu vois ce que je veux dire, la différence entre les deux? Ça, j'ai pas la réponse. Je pense qu'il y a un peu de tout. Ça doit être confrontant, clairement. Quand c'est son entreprise, on a envie que les gens s'y sentent bien. Donc, c'est confrontant en tant que personne de sentir que si c'est pas le cas, c'est confrontant. Mais voilà, à l'échelle de l'entreprise aussi, on a envie que l'entreprise soit une entreprise qui ait une bonne réputation et où les gens se sentent bien. Donc, Ouais. Et ce leader next gen, est-ce que tu vois que, parce que justement on parle beaucoup de ces différentes générations qui ont des mindsets qui sont différents. Est-ce que dans les leaders qui sont plus jeunes, donc dans les startups et les entrepreneurs qui sont plus jeunes, est-ce que tu trouves qu'il y a déjà plus cette dynamique pardon, de leader engageant, ou est-ce que ça se retrouve de la même manière dans toutes les générations un peu uniformément Je pense quand même que ça aide d'avoir un leader qui est déjà né dans cette culture du feedback, de cet aspect digital, en fait, qui a grandi avec ces nouvelles transitions aussi, parce que pour lui, c'est peut-être plus inné aussi, parce que voilà, c'est comme ça qu'il le voit. Et nous, on le remarque chez nos clients. Typiquement, la personne voilà, avec qui on va vraiment avoir un match, c'est typiquement le fondateur d'un projet, parce que voilà, c'est son entreprise qu'il a créée, donc il a vraiment cette implication, vouloir que les gens s'y sentent bien. Une entreprise qui est relativement jeune, on s'entend, mais je veux dire, voilà, qui est relativement jeune et qui a grandi très vite, et où il y a en fait, la culture de vouloir faire les choses bien, du feedback digital, elle est complètement là. Et en même temps, il y a une grosse croissance. Et donc, voilà, on a envie de faire les choses bien, mais il y a cette croissance. Et donc, comment est-ce qu'on gère? Comment est-ce qu'on grandit sainement? On processie certaines choses. On ne sait plus avoir la même proximité qu'on a avec une équipe de 20. Voilà, typiquement, une entreprise qui va passer de 20 collaborateurs à une centaine ou 200. Alors, voilà, comment est-ce qu'on gère ça? Oui, clairement, c'est des enjeux qui sont différents. Il y a des paliers où on dit toujours aussi en entrepreneuriat où tu te développes et où forcément ta culture d'entreprise, elle doit changer. Je te pose cette question parce que moi, j'ai rencontré des leaders qui justement sont assez jeunes et où tu te dis, on va être dans une culture hyper engageante et hyper un petit peu, enfin voilà, dans les nouvelles tendances, et où finalement en fait tu es face à quelqu'un qui est hyper fort dans le micromanagement, qui est hyper autocontrôlant, qui fait pas du tout attention au bien-être, qui met pas en priorité le management et tout ça, et donc tu te dis tiens, c'est drôle de voir que même si tu grandis dans une culture du feedback avec ces nouvelles générations et ces nouvelles idéologies,
bah, tu peux quand même reproduire. C'est vrai que voilà, il y a le fait que tu grandisses là-dedans qui de base devrait te sensibiliser davantage, mais par contre, il y a mon expérience aussi, donc Ouais. peut-être que ces personnes-là ont besoin de tester des scénarios avant de faire leur propre apprentissage. Ouais. Et c'est là où, par contre, des leaders qui ont plus de bouteilles, entre guillemets, peut-être que pour eux, il y a des nouvelles tendances, clairement, qui n'étaient pas les mêmes qu'à leur époque, mais par contre, voient très clairement l'avantage parce ils ont vécu eux-mêmes des choses Ouais. et donc sont déjà beaucoup plus sensibilisés. Donc c'est pour ça, j'aime pas faire d'amalgame en disant les jeunes CEO sont super bien, les plus vieux c'est dépassé. C'est pas du tout vrai. Ouais, Pour ouais, moi, ouais. on voit des leaders next-gen dans toutes les générations. Ouais. Ça, clairement. Ouais. Je pense juste que pour certaines, il y a voilà, c'est juste une différence par rapport à ce qu'on a connu. Parfois, ça aide justement, se dire, ben voilà, on veut pas la même chose que ce qu'on a connu et on est ravis de s'adapter justement. Oui, clairement, il y en a aussi qui se disent je veux plus la même chose pour les générations futures et c'est hyper chouette aussi. J'ai encore envie de te poser plein de questions par rapport à ça, mais on arrive à la fin de cet épisode. Donc, je vais te poser une dernière question qui est un peu la question signature, qui est celle que je pose à tous mes invités. Justement, on a parlé beaucoup de ces enjeux, de ces nouvelles générations, des enjeux sociétaux que ça va engendrer. On a aussi des enjeux environnementaux qui sont quand même très présents aujourd'hui. Pour toi, le travail de demain, c'est quoi? Il doit ressembler à quoi le travail de demain pour pouvoir être durable dans ce monde qui change? Grosse question. Ah ouais. Pour moi, le travail de demain, c'est un monde du travail où toute cette notion d'engagement, d'épanouissement dépasse les ressources humaines, qui n'est pas juste portée par... c'est plus le rôle du RH, en fait, de gérer le bien-être, entre guillemets, mais c'est quelque chose qui est porté par tous. L'entreprise de demain, c'est un leadership qui est attentif et informé, qui sait ce qui se passe dans son entreprise. C'est des managers qui sont équipés, qui ont beaucoup plus de data sur l'humain, parce qu'aujourd'hui, on a data sur tout, sur les finances, sur les marchés surtout, mais sur l'humain, on n'a pas. Des managers qui sont vraiment équipés, qui savent, voilà, il y a un manque de reconnaissance dans mon équipe, je m'adapte, qui sont vraiment très connectés à leur équipe, des collaborateurs responsabilisés, qui expriment, qui participent, qui contribuent, qui proposent des idées. C'est pas juste se plaindre et dire oui ou non, c'est vraiment pouvoir aller aussi dans je construis, j'apporte des solutions. Et donc c'est un écosystème en fait où tout ça c'est vécu comme un projet commun où finalement les ressources humaines, qu'est-ce qu'elles font? Elles ont un rôle de facilitateur et de fédérateur autour de ce projet-là, mais c'est un projet commun avant tout. J'adore cette vision du travail de demain. Je pense qu'on se rejoint beaucoup sur ça parce que moi, je dis toujours, si un jour j'ai la chance d'avoir aussi des collaborateurs avec moi et une entreprise, je veux pouvoir que ça tourne sans moi et que le projet il soit porté par les autres. Parce qu'en fait, quand tu es animé par vraiment le même fondement tous, bah, toi, en fait, en tant que leader, tu n'as même plus besoin d'être là. Ça peut être porté sans toi. Et ça, ce serait la plus belle des reconnaissances parce que c'est ça, quoi. C'est un projet commun ensemble autour duquel on s'engage ensemble. Donc, merci pour cette définition du travail de demain. Avec grand plaisir. Margot, est-ce qu'il y a un point de contact, une adresse où nos auditeurs peuvent te retrouver? Moi, je mettrai de toute façon tous les liens en description de cet épisode, mais voilà, est-ce qu'il y a un petit point de contact où on peut te retrouver? Oui, bien sûr, sur LinkedIn, je suis assez active sur LinkedIn, je poste régulièrement toutes les actualités, donc Margot Guillaume. Sinon, sur notre site internet, ibloom.be. Et pour le livre Leader Next Gen, il est possible de l'acheter à la librairie Filigrane ou bien sur Amazon directement. Ok, top. Bah Margot, merci beaucoup pour ce petit épisode hyper intéressant. Moi, j'ai encore plein de questions à te poser, mais on fera peut-être un épisode l'année prochaine. Ça marche. Merci beaucoup en tout cas. Et pour nos auditeurs, j'espère que cet épisode vous a plu. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Nous voilà à la fin de cet épisode de podcast. Déjà, merci d'être resté jusqu'au bout. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à laisser une note et un commentaire sur votre plateforme d'écoute. Et puis un petit partage sur vos réseaux, ça fait toujours plaisir et ça aide à faire connaître le podcast. Pour échanger, proposer vos idées de contenu et partager vos expériences, c'est sur Instagram et LinkedIn que ça se passe via le compte Mayeko Design. Je vous mettrai les liens en description. Il est temps pour moi de vous dire au revoir. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et d'ici là, prenez bien soin de vous. Merci d'être resté jusqu'au bout de cet épisode. J'espère que cet échange t'a plu. Pour te remercier d'être encore là, la thématique de la semaine prochaine, on parlera du profil disque. À la semaine prochaine.